d'un effort d'assainissement. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à la deuxième partie de Sans peur et sans paf. On va ici entrer un peu plus dans l'actualité de la politique fribourgeoise. On va parler des votations qui arrivent le 30 novembre et du coup on a cette votation cantonale à Fribourg sur le salaire minimum. Je suis ici avec François Clément. Est-ce que tu veux commencer par te présenter et un peu dire ce que tu fais ? Ouais, volontiers. Donc, je suis François Clément, je suis le secrétaire régional d'UNIA Fribourg, c'est le responsable régional, le directeur régional, si on utilise des termes plus communs. Donc voilà, je participe à organiser les luttes syndicales pour UNIA dans le canton de Fribourg. Et puis, je fais partie des gens qui ont lancé cette initiative. Enfin, UNIA fait partie des organisations qui ont lancé cette initiative et j'avais reçu le mandat de mes militants à travers notre assemblée des délégués de participer à la formation d'une coalition pour qu'on puisse avoir un salaire minimum à Fribourg. Ok, merci. Nous, on trouvait chouette de parler du salaire minimum parce que on retrouve un peu des mêmes éléments que ce qu'il y a dans le PAF. Donc d'un côté, on a principalement la droite qui va défendre la liberté, comment on dit, la méritocratie, enfin voilà, de laisser l'État en dehors de ça. Et de l'autre côté, on a une vision un peu plus solidaire, collectiviste, qui est plutôt portée par la gauche, et avec cette question de est-ce que tout le monde peut vivre de son travail avec un salaire minimum. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve dans le PAF, où le service public est attaqué, et donc un peu la collectivité, la solidarité est attaquée. Si on fait un petit tour de la situation actuelle, donc en Suisse, il n'y a pas de salaire minimum au niveau fédéral. Il y en a maintenant dans 5 cantons, dont Vaud, Neuchâtel, Genève. Alors, pas Vaud. Pas Vaud, pardon. Neuchâtel, où ça a été accepté à 54% en 2013, et Genève en 2020, où il y a eu 58% de oui, mais où il y a maintenant je sais pas si c'est une initiative ou quoi, pour assouplir les conditions. Un vote parlementaire. Un vote parlementaire, ok. J'y reviendrai volontiers, c'est un aspect hyper intéressant. Ok. Donc, puis à Fribourg, il y a cette proposition. Donc, un peu pour poser les bases, est-ce que tu peux nous dire pourquoi un salaire minimum, pourquoi c'est important ? Et Jonas, si le micro là, il fonctionne pas bien, on en prend un autre ou... Parce qu'il y en avait un qui était un peu moins bien, il me semble. Changeons le micro. Change le micro, allez. On essaie. Check son, est-ce que là tu m'entends mieux ? C'est meilleur ? Ok, alors on va partir sur ce micro. Alors, pourquoi un salaire minimum et pourquoi c'est important ? Bon, pour rebondir en premier lieu, et je trouve cette question assez intéressante d'essayer de relier au PAF, de dire que ça suit une même logique. Bon, en fait, ce qui est intéressant dans le fait de parler de salaire minimum et du débat que ça suscite, c'est qu'au-delà de... Enfin, on prend par le bout de dire, mais si on va au bout de votre logique méritocratique, quelqu'un qui travaille devrait pouvoir vivre de son salaire. Et qu'en fait, cette valeur-là, elle n'est pas spécialement de gauche. Normalement, dire une personne qui travaille doit pouvoir vivre de son salaire, c'est un peu les fondements de la société, un peu qu'on nous a vendu ici, capitaliste, de dire, tout le monde peut par le travail obtenir des choses, s'en sortir, etc. Puis en fait, on découvre que c'est un marché de dupes, qu'on nous a menti. En fait, beaucoup de gens n'ont pas l'intention du tout de faire payer un vrai salaire aux gens pour qu'ils puissent vivre leur salaire. Et en fait, le deal qui nous a été proposé, il n'est pas respecté. Donc là, on se contente juste de leur faire respecter le deal qu'eux, ils ont proposé. Parce qu'évidemment, on pourrait dire, au lieu du salaire, on prend les moyens de production, on les sociabilise, ils deviennent à nous, et puis si on n'est pas payé un salaire, on est payé des dividendes parce qu'on est tous propriétaires du lieu de travail. Ça pourrait être une possibilité.
et qui serait sans doute plus marqué dans les propos de gauche. Le fait de dire tout travail mérite salaire, ce serait une idée centriste à la limite, si on veut vraiment le citer sur l'échiquier politique. Mais de toute façon, par contre, la question que ça traverse est toujours la même, de savoir comment on partage les richesses qui sont produites et comment on gère la production des richesses, quoi. C'est un peu toujours la question politique qui est posée. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a constaté, alors en Suisse, on ne peut pas faire de salaire minimum, dans le sens où on ne peut pas fixer un salaire arbitrairement en disant ça, c'est ce qu'on devrait payer les gens si on était correct avec eux. Parce qu'il est clair que nous, en tant que syndicaliste, en tant que personne implantée dans le monde du travail, on dit attendez, moi, pour aller bosser sur un chantier, c'est pas tout à fait le même minimum que pour aller bosser dans un bureau, quoi. Il y a quand même quelques réalités à ce niveau-là. Et puis même dire qu'est-ce que c'est le minimum qu'on paye, pour nous, il est plus élevé que juste survivre de son salaire. Il prend en compte le droit à une certaine dignité, une vie sociale, etc., qui est beaucoup plus large. Mais en Suisse, ça, c'est illégal. On ne peut faire qu'un salaire minimum social, c'est-à-dire le minimum pour ne pas avoir besoin d'aide sociale pour vivre de son salaire. Donc vraiment très très bas. À Fribourg-en-Castille, on n'a même pas d'ailleurs ce régime, il n'y a pas de règle à Fribourg à l'heure actuelle, contrairement effectivement à 5 autres cantons. Donc on a dit on veut un salaire minimum à Fribourg, au moins qu'une personne qui travaille puisse payer ses factures avec son travail, même plutôt survivre de son travail. Et ça, on a le droit de le faire, donc on a proposé cette initiative. C'est pour ça que la somme qui va être proposée à la fin, elle n'est pas la somme que nous on voudrait mettre. C'est pas ce que nous on considère normal pour quelqu'un qui travaille. C'est le minimum calculé dans le canton de Fribourg par rapport au coût de la vie, au coût des loyers, au coût des assurances maladie, pour pouvoir payer ses factures et survivre. Pour une personne seule, sans enfant à charge, et qui du coup ne fait que payer ses factures, mais n'ira jamais manger au restaurant et pourra jamais se payer un loisir, qu'on soit clair. Ouais, donc on est vraiment sur le minimum. Et c'est pour ça que c'est important. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui est dans le comité et comment se passe la campagne ? Bon, la coalition, elle est assez large, évidemment, parce qu'il y a plein de partis qui seront, ou d'organisations syndicales, ou d'ONG qui seront d'accord avec nous. Il y a bien sûr après un degré d'implication qui va dépendre de l'importance du sujet pour l'organisation en question, des moyens et du temps, etc. Et puis des autres combats à mener, évidemment. Mais dans la coalition large, on peut dire à peu près dans les grosses, dans les structures à peu près, j'essaie d'oublier personne. Il y a donc nous, UNIA, qui sommes très présents sur le sujet, évidemment, puisqu'on a pas mal de membres concernés. SINA, un autre gros syndicat du canton de Fribourg, qui a aussi pas mal de membres concernés. Le Parti socialiste, qui s'est beaucoup engagé par le passé sur ces questions et qui du coup est encore actif aujourd'hui. Les Verts, le Parti chrétien social, l'Union syndicale fribourgeoise qui du coup coalitionne le SSP, le SEV, le syndicat de transport public, et Syndicom. Et puis on a des soutiens plus discrets, mais d'ONG, notamment pour des questions de lutte contre la pauvreté, quoi. Ok, merci. Et la question sur la campagne, c'est vrai que j'ai pas répondu. La campagne, pour nous, elle se passe très bien. On est hyper content de la campagne qu'on a réussi à organiser. Bien sûr, ça a été du boulot, mais déjà, on a une très grosse chance, c'est qu'effectivement, on peut s'appuyer sur l'expérience de 50 cantons. Plus que sur la campagne, pour répondre aux peurs et aux questions qui pourraient être suscitées par le salaire minimum, on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. On l'a fait dans 50 cantons. Bien sûr, chaque canton a ses spécialités dans le texte de loi, mais on l'a fait dans 5 cantons. Donc, on peut se contenter d'aller voir ce qui s'est passé dans les 5 autres cantons et de comparer et de voir les résultats et de voir s'il y a eu des problèmes ou pas et comment on peut améliorer les choses. Il y a eu des cantons où il y a eu une votation et c'est pas passé ? Bien sûr, oui. Il y a eu des cantons qui ont refusé, notamment en Suisse centrale, de mettre des salaires minimums. Il y a des endroits où ça a été accepté, mais ce n'est pas encore implémenté pour des raisons juridiques, notamment Zurich et Winterthur, qui ont tous les deux voté dans la ville pour un salaire minimum, pas donc canton de Zurich. Mais justement, nos adversaires ont tout de suite attaqué en justice en prétendant que la fixation d'une règle économique de ce type-là ne pouvait pas être faite à l'échelle d'une ville. Ça, c'est quelque chose qui est très récurrent et qui va être une grosse source d'inquiétude pour nous, en quelque sorte. C'est de dire, au-delà de gagner le salaire minimum, après, il faut réussir à le faire respecter. Nos adversaires croient à la démocratie que quand ils gagnent. Dès qu'ils perdent, ils sont plutôt attachés au verdict des urnes et aux résultats populaires, parce que en fait, systématiquement, quand on gagne un salaire minimum, ils tentent de le casser au tribunal. Généralement, ils perdent, mais ils tentent quand même. Et donc, on a eu
au Jura, à Genève et maintenant à Winterthur et Zurich, on a eu des procès dantesques pour juste faire appliquer la loi que le peuple a votée à 58% pour Genève. Donc c'est pas comme si c'était passé à la raclette, mais disons que les partis bourgeois et nos adversaires s'asseyent sur les lois si elles les arrangent pas, quoi. Ils n'ont pas tellement d'attachement à ça. Ce qui d'ailleurs nous conduit à la question de Genève, qui a fait une modification de la loi. C'est pour ça que je dis on y reviendrait, que c'est intéressant, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est Genève a instauré le salaire minimum, et les résultats sont fantastiques. En gros, il n'y a pas eu d'impact négatif sur le chômage, il n'y a pas eu il y a eu une diminution des besoins d'aide sociale, et pour Genève précisément, ils ont demandé 2 études à des groupes sociologues pour savoir ce qu'était l'impact véritable, et des économistes pour savoir quel est l'impact véritable du salaire minimum. Le constat était, il n'y a pas eu d'impact négatif. Les femmes ont été plus employables grâce au salaire minimum, puisqu'elles avaient des salaires plus décents, et donc elles pouvaient payer des solutions de garde pour retourner au travail et pas être dans une situation où il n'y avait pas de choix, parce que le salaire était tellement bas que ça ne permettait même pas de couvrir les frais nécessaires pour aller au travail. Et on constatait qu'il y avait certes plus de job dits étudiants, mais c'est une notion qui n'a aucun sens. Pour quelqu'un qui est véritablement du monde du travail, le job étudiant n'a aucun sens. Mais qu'il n'y avait plus d'étudiants engagés à bas coût pour faire des travaux dans la restauration ou ce type de travaux. Donc bien sûr, nos adversaires brandissent ça, voyez bien le problème, il n'y a plus de job étudiants. On dit bah oui, ils ont été remplacés par des jobs. C'est plus des jobs étudiants parce qu'ils sont payés 23 francs d'heure. Ils ont reçu un vrai contrat, ils ont un vrai salaire, et du coup, c'est plus des jobs étudiants, c'est des jobs avec des gens payés pour faire le travail correctement, qu'ils soient étudiants ou non. Parce que la question, c'est pouvoir survivre de son travail. Un étudiant doit aussi payer ses factures. Ça n'a pas du tout plu comme résultat, évidemment, à nos adversaires de l'étude. Donc, ils se sont, comme quand ils perdent une élection, ils se sont assis sur l'étude. Et donc, ils ont dit non, nous, on veut changer la loi pour sauver les jobs étudiants. Et donc, ils ont, au Parlement, où il y a une majorité de droite, décidé de modifier la loi sur le salaire minimum du canton de Genève pour recréer la catégorie de job étudiant. Ça va être un enfer, à mon avis, à appliquer sur les questions de délimitation de qu'est-ce qu'un job étudiant, pour pouvoir continuer à sous-payer des jeunes pour faire le travail en soi est fait et devrait être payé correctement. Parce que, évidemment, on revient à l'idée que le but, c'est de nous payer mal, en fait. Donc, pour préciser, ce qui est demandé par ce changement, c'est que les petits boulots soient rémunérés à 75% du salaire minimum. Qu'est-ce qu'un petit boulot? Voilà. ça sera la question. C'est ça la question qu'elle va devoir répondre ensuite les tribunaux prud'homales qui vont devoir juger. Ça va être bien sûr un peu une enfer. Et c'est un peu là, voilà, moi je parle comme un syndicat, je dis voilà, fin de la journée, le clou il est planté ou il n'est pas planté, quoi. On m'a demandé de planter un clou, le clou il est planté, je vais te payer pour avoir planté le clou, peu importe que je sois étudiant, jeune ou pas. En fait, c'est le travail qu'on paye, qu'on achète. Et le travail, il a été fait. Il devrait être payé à la même valeur, quel que soit l'âge de la personne ou le fait qu'elle essaye ou pas de faire des études à côté de son travail. C'est d'autant plus, c'est d'autant plus important que, en fait, ce que là, on crée, c'est une catégorie de personnes dont on sait qu'on va mal les payer, qui sont jeunes, donc qui pourront aller prendre la place de travail des personnes plus âgées, qui, elles, coûteront trop cher, du coup. Et donc, on va pouvoir faire une pression sur les personnes qui seront sorties de la catégorie d'âge qu'on va considérer pour les jobs étudiants, pour leur dire je te remplace par quelqu'un de 18 ans qui crève à moitié la faim et qui pourra faire le travail pour 75% du prix que toi tu le fais. Mmh. Ça va re-amener des dérives comme on a maintenant. C'est littéralement le Parlement genevois a décidé de créer du dumping salarial au sein de la société genevoise. Voilà, comme ça vous savez quel est le projet politique de nos adversaires. Et du coup, d'où vient l'opposition? Pourquoi les gens s'y opposent? Bon, les gens qui s'opposent activement, ils ont un nom et une adresse, comme on dit, soit facile à identifier. Pour le moment, dans la coalition de nos adversaires et qui met de l'argent dans la campagne contre le salaire minimum, il y a le centre patronal fribourgeois, donc l'UPCF. Il y a une organisation patronale un peu petite, mais sur la question des chantiers, qui a aussi mis beaucoup d'argent. Il y a la Chambre de commerce de Fribourg, et ensuite vient quelques partis politiques qui ont mis de l'argent, sans surprise l'UDC, le PLR et le PDC. Évidemment, les raisons pour lesquelles ils combattent sont assez claires. Ce sont des gens qui représentent les intérêts patronaux, de gens qui ont tout intérêt à mal nous payer, parce que c'est sur ça qu'ils font leur marge. Vous avez dit avant le PAF, sur la question avec les collègues de l'émission d'avant, c'est la main-d'œuvre qui coûte cher. Alors, en fait, c'est la main-d'œuvre, en tout cas, qui est toujours la variable d'ajustement la plus simple pour faire une marge dans tous les métiers qui existent, quel que soit le type de métier. Plus vous arrivez à diminuer le coût de la main-d'œuvre, plus vous faites une marge importante. Donc, payer mal des gens pour faire un travail, c'est une bonne manière de faire rapidement une meilleure marge.
Donc c'est ça le but de ces gens. Et le but, ce sera de pressuriser les salaires. Évidemment, la création d'un salaire minimum, elle met fin à cette possibilité, puisqu'elle met un plafond bas obligatoire, et qu'en plus, elle permet aux autres de dire, mais moi, tu ne me payes pas le plafond bas. Moi, je suis qualifié, j'ai une plus grand savoir-faire, machin. Si moi, je peux aller faire un métier demain matin pour 23 francs de l'heure, sans formation, là, tout de suite, d'un claquement de doigts, bah, pour faire ton métier où j'ai dû faire un apprentissage, il va falloir me payer au moins 30 francs de l'heure, sinon je viens pas. Et ça, c'est un truc qui les terrorise, parce qu'ils pourront plus ils pourront pas nous exploiter facilement. Ils vont devoir nous traiter un peu mieux sur les places de travail. Et aussi un truc qui les terrorise à travers ça, c'est que c'est une règle très simple, le salaire minimum. Contrairement à la façon dont ça fonctionne maintenant, et où chacun devrait individuellement essayer de négocier contre son patron. Donc c'est vraiment, on doit négocier avec celui qui tient le flingue. La négociation se passe pas très bien pour essayer d'augmenter son salaire. Là, on se retrouve dans une situation où n'importe qui, même une personne qui parle qu'à moitié français, peut tout de suite comprendre. Le minimum, c'est ça, et tu devrais te payer ça, quoi qu'il arrive. Et ça facilite aussi le fait qu'on peut plus, comme ça, exploiter les gens qui sont mal informés, parce que ça facilite d'informer les gens. Merci. Je te propose maintenant de te lire quelques petites citations, et puis tu peux réagir dessus. Donc la première, elle est de Alexandre von Lanten, qui est le président du PLR Fribourg, qui a dit « C'est clair, tout le monde doit pouvoir vivre de son salaire, mais on ne laisse personne sur le bas-côté avec le système social que l'on a. » En soi, la déclaration est très discutable. Le système social n'est pas si brillant que ça en Suisse. Mais il y a aussi une question de fond qui se pose à travers ça. Parce que le système social, il doit bien être financé d'une manière. Et cette manière-là, ça va être nos impôts. Alors moi, je suis prêt à payer des impôts pour avoir des routes, des écoles et des services publics de qualité. C'est pour ça aussi que je serais contre le PAF. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord de payer des impôts pour payer le salaire à la place du patron. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Dire, oui, il n'y a pas de problème qu'on paye mal les gens parce que le service social va venir aider derrière, c'est dire, il n'y a pas de problème, l'État et les impôts, tout à coup, ils ne sont pas contre l'État, va prendre la place des patrons et payer les salaires des gens. Je dis, dans ce cas, vous voulez dire qu'on devrait tous être fonctionnaires, payés par l'État, puisqu'apparemment c'est votre projet, il n'y a pas de problème. Donc on vous retire les entreprises, on en fait tous des entreprises publiques, puis on devient tous fonctionnaires dans ce cas. Mais si vous dites liberté d'entreprise, on crée nos entreprises, vos entreprises elles doivent être rentables, et elles doivent payer un salaire correct à leurs employés, sinon elles n'ont pas lieu d'être. Et ça, c'est la réponse qu'on peut donner. Et c'est encore une fois, c'est pour ça que le salaire minimum, c'est même pas notre revendication d'un point de vue de notre projet de société, c'est juste leur dire, vous respectez le deal que vous avez mis sur la table. La deuxième qui vient du directeur de l'Union patronale suisse, qui a dit « Un salaire décent, ce n'est pas de la responsabilité de l'employeur. » Bon, ça témoigne que c'est un parfait imbécile. Mais à plus d'un titre. Hein. Bon, évidemment, c'est un parfait imbécile de dire ça pile à un moment où il y a des problèmes de pouvoir d'achat, parce que j'ai rarement reçu autant de messages sur nos différents réseaux pour dire à quel point il détestait cet homme à cause de ce qu'il avait déclaré. Donc il s'est fait beaucoup d'ennemis très rapidement. C'est imbécile parce qu'évidemment ça dévoile le fait qu'ils n'ont jamais eu l'intention de respecter le deal qu'ils avaient mis sur la table. Donc ils n'avaient jamais l'intention de nous payer correctement pour le travail qu'on fait. Ça n'a jamais été sur la table. Ça ne sert à rien de bosser dur. Vous n'allez jamais être payé correctement parce que vous avez bossé dur. En fait, il va falloir aller chercher chez le patron votre pognon parce qu'il ne vous le donnera pas comme ça. Merci de nous avoir rappelé qu'il faut des syndicats et aller faire des grèves. Puis la troisième chose pour laquelle imbécile, c'est que même pour une personne qui croit au système capitaliste et qui est fondamentalement pour ce système-là, parce qu'il trouve merveilleux de pouvoir s'enrichir sur le dos d'autres personnes, il y a une notion tout à fait basique qui a été bien relevée par Karl Marx, c'est qu'il faut au moins donner aux gens le minimum pour assurer le travail reproductif. C'est-à-dire qu'il faut au moins que votre main-d'œuvre elle survive et qu'elle puisse avoir des enfants qui survivront si vous voulez continuer à exploiter les gens dans vos usines. Et donc cette limite-là, au moins, ils sont obligés de la faire, sinon il n'y aura plus personne. Et là, rien que de dire cette phrase-là, c'est témoigner d'une inculture totale économique et politique. Mais non, c'est pas tout à fait surprenant pour ce genre de personnage. Ouais, mais c'est quand même assez étonnant. Enfin, ça questionne quand même un peu ses valeurs, parce que de dire c'est pas de la responsabilité de l'employeur, ben oui, en fait, si tu as une entreprise, si tu as quelque chose, ben ça doit tourner et normalement tu devrais avoir à cœur que tes employés puissent vivre dignement. Et du coup, c'est quand même un peu inquiétant, on va dire. Bah, ce ne sont pas les mêmes valeurs que nous. Enfin, nous, on pense comme ça, mais pas forcément eux.
c'est pas des valeurs universellement partagées. Eux, ils pensent qu'ils ont le droit d'exploiter parce qu'ils ont le bon droit de le faire, qu'ils sont fondamentalement supérieurs à d'autres personnes, à des gens qui sont tout, il y a des gens qui sont rien, qu'on croise dans les gares, quoi. Enfin, je veux dire, à la longue, on devrait avoir entendu ce que le discours, il est là. Il y a il y a une pyramide sociale, puis il y a des gens qui sont en haut, puis il y a des gens qui sont en bas, puis les gens qui sont en bas, ils méritent d'être en bas, puis c'est très bien si on les exploite, parce que c'est de leur faute s'ils sont en bas, ils avaient qu'à être meilleurs. Meilleurs voulant dire bien nés, hein, parce que tous ces gens-là, Fundamenton le premier, ils héritent l'entreprise de papa, donc c'est assez facile de dire qu'on est en haut, mais ces gens-là, c'est comme ça qu'ils voient le monde, et du coup, ils sont fondamentalement... Ouais, c'est pour ça qu'ils peuvent imbécilement aller dire à la télé ou à la radio oh, c'est pas notre problème si les gens crèvent de faim dans nos entreprises. Vous avez qu'à être meilleurs. C'est une vision du monde. Une vision que je partage pas, que je trouve idiote et dangereuse, et qui, à mon avis, fait courir globalement ce monde à sa perte. Mais nous voilà avertis, à nous de réagir en connaissance de cause, en sachant qu'ils ne nous donneront rien. Il va falloir aller le chercher. Je passe à une prochaine question. Le public applaudit. Tu réponds quoi à ces arguments de la droite qui consistent à dire que ça va se répercuter sur les PME, les petits établissements qui vont galérer de continuer de tourner, ce qui pourrait sembler un argument entendable, que ça va un peu compliquer la tâche de petits établissements. Est-ce que l'État pourrait aider cette transition Voilà. Alors je vous propose que comme on est entre gens respectables, je continue toujours à vous faire la double réponse. La première réponse c'est non. Il n'y a que 6500 entreprises, 6500 personnes qui sont concernées dans le canton de Fribourg. Ça veut dire une minorité, la majorité des entreprises, PME compris, puisque c'est la majorité du tissu socio-économique de Fribourg en théorie, payent déjà mieux que 23 francs de l'heure. On parle de quelques patrons qui se permettent d'exploiter leurs employés, qui sont une minorité qui ne joue pas le jeu, en théorie. Et donc, on va remettre de l'ordre, puisqu'ils en sont incapables par eux-mêmes, dans le patronat fribourgeois, en les obligeant à payer ce qu'ils doivent à leurs employés. Et seulement une petite minorité seront touchées, minorités qui généralement devront juste un peu réduire leur marge, ou dans le pire des cas, pour ce restaurant, il va devoir augmenter le café de 10 centimes pour qu'il puisse payer correctement son personnel. Je pense que beaucoup de Fribourgeois sont prêts à payer 10 centimes de plus leur café si ça leur assure que la personne qui leur sert leur café n'est pas en train de crever de faim. Maintenant, la réponse intéressante, c'est aussi de se dire que cet argument en soi est idiot, parce que PME, ça veut dire petite à moyenne entreprise, et donc c'est une question de taille de l'entreprise, pas de chiffre d'affaires. Donc, théoriquement, avec ses moins de 100 employés, Glencore est une PME. Je suis sûr que Glencore peut payer beaucoup plus que 23 francs de l'heure ses employés. D'ailleurs, même remarque, je crois qu'avec ses employés, Rothschild, la banque, est une PME en Suisse. On n'est pas tout à fait sur les mêmes difficultés à payer les employés sur la fin de mois qu'une entreprise de fleuriste, quoi. Donc, utiliser la catégorie de PME, c'est utiliser une catégorie extrêmement floue qui couvre énormément du tissu économique fribourgeois et qui n'a aucun sens si on veut vraiment se pencher sur la réalité des entreprises. Mais elle est volontairement utilisée pour pouvoir dire regardez, les PME ne pourront pas payer, c'est si dur, comme vous vous sentez concerné par ce fleuriste de votre quartier, ce qui est vrai, alors qu'en fait on est en train de parler de Glencore. Mais ça pourrait arriver que pour une fleuriste, ça soit galère de respecter cette loi. Bah, je peux pas vous demander. Est-ce que dans l'absolu, quelque part, un fleuriste dans le canton de Fribourg est au bord de poser le bilan et ce sera difficile? C'est possible. Peut-être qu'il y a d'autres raisons qui font que l'entreprise va poser le bilan avant cette question-là, si elle est déjà en train de ne pas pouvoir payer 23 francs de l'heure ses employés. Et en fait, en l'occurrence, beaucoup d'entreprises dites PME qu'on cite en exemple, généralement, c'est des personnes qui sont seules et donc qui n'ont pas d'employés à payer. Ouais. Mais je ne veux pas mentir. Oui, il est possible qu'une entreprise à quelque part nous le dise. Mais non, on peut encore une fois s'appuyer sur les chiffres des 5 cantons existants. Est-ce qu'il y a eu masse faillite après l'instauration du salaire minimum dans 5 cantons du pays suisse, dont le Tessin qui a particulièrement une pression pour les entreprises avec l'Italie? La réponse est non. Il n'y a pas eu une augmentation drastique des faillites. Pas du tout. Ouais. Et du coup, cette expérience-là, elle est quand même rassurante. Bah après, est-ce qu'on a une approche scientifique ou pas des choses? Si on peut
s'appuyer sur 5 endroits différents pour étudier ce qui s'est passé et savoir du coup ce qui va se passer, on s'assied, on fait l'étude et on a le résultat. Et pour certaines, ça prend 5 minutes. Voir s'il y a plus de faillites. Les chiffres des faillites sont faits pour mois le mois. Donc on peut le lendemain du salaire minimum savoir si le mois suivant il y avait des faillites ou pas. Et il n'y a pas eu. Maintenant, nos adversaires se gardent bien de le dire. Alors, soit on est charitable et on pense qu'ils sont de bonne foi, et dans ce cas, ils sont idiots, puisqu'il leur suffisait d'aller les contrôler. Idiots ou fainéants. Soit, et je penserais plus pour ça, on se pense qu'ils ont quand même la capacité de se rendre compte que ça existe dans 50 cantons et qu'ils ont refusé d'aller regarder les résultats parce que ça ne leur intéressait pas d'être honnête dans le débat. Est-ce que tu peux nous parler des exceptions qui sont prévues par la loi ? Alors, on va déjà un gros plan qui n'est pas une exception prévue par la loi mais qui est lié aux structures de la loi elle-même, c'est que le domaine de l'agriculture ne va pas être concerné parce que la loi sur le travail agricole est une loi spécifique qui est différente de la loi sur le travail. Et donc il aurait fallu faire une deuxième initiative pour cette loi spécifique et puis on n'avait pas... une initiative à la fois si vous voulez bien et puis on va commencer par le travail en général. La deuxième exception qui est prévue, évidemment, c'est pour les personnes qui font des stages dits de formation ou d'observation. Parce qu'évidemment que la jeune personne qui cherche un apprentissage, qui vient 3 jours ou 2 jours dans l'entreprise, comme moi j'ai fait pour trouver mon apprentissage d'ailleurs, j'ai été faire un petit peu cuisinier, un petit peu paysagiste, un petit peu dessinateur pour voir ce qui m'intéresserait de faire comme apprentissage à l'âge de 15 ans et je ne travaillais pas. Donc ça, c'est une exception prévue. La personne, elle fait des stages pour voir comment c'est le métier. Elle vient 2 jours, on lui donne une tomate à couper en cuisine pour lui montrer comment c'est. Puis elle suit le cuisiner tout le reste de la journée pour voir comment ça se passe. Ça sera une exception. Les stages de formation dûment prévus dans des formations, parce que ça existe, de dire voilà, l'école, elle envoie un mois de stage à quelque part pour que la personne voie le métier, etc. Ça, c'est possible, mais c'est inscrit dans des formations. C'est pas... venez faire 3 ans de stage pour montrer que vous savez ce métier. Stagiaire à vie sous contrat de travail, ça doit être un stage de formation. Troisième exception prévue, les personnes moins de 18 ans, puisqu'on considère que ce n'est pas les personnes qui sont dans des rapports contractuels de travail, mais c'est le travail des enfants, sinon plus, ça ne va pas non plus aller. Ce seraient des gens donc, qui vont faire un truc en été, comme nettoyer les écoles, ça se fait, où il y a un peu un truc là autour, où on donne de l'argent des gens. On a un peu laissé cette possibilité, mais avec la limite de 18 ans, en disant la personne, quand elle devient majeure, elle commence à être responsable de payer ses factures, donc elle doit avoir un vrai salaire. Donc la logique se tient. Et puis c'est les 3 exceptions, globalement, qui sont prévues par la loi, sachant que pour ce qui est de la formation, le CEMT, donc la Commission de l'emploi et du marché du travail, qui est une commission tripartite, peut statuer sur les exceptions qui ne sont pas claires, de manière à... Enfin, si on n'a pas trop prévu et qu'on ne connaît pas chaque stage de formation, il y a la moyen à travers la SEM de s'assurer que c'est le cas. Voilà, en gros. Ok, merci. Donc on voit qu'il y a quand même une petite souplesse pour certains éléments pertinents. Prochaine question, je vais la lire parce qu'elle est un peu technique. Il y a cette tension entre les CCT, donc les convention collective de travail, et la loi sur le salaire minimum. Motion Etheline. Alors je peux rebondir parce que la motion Etheline est donc une position posée par un parlementaire Etheline qui vise, et encore une fois on revient à la discussion précédente, qui vise à casser les lois sur le salaire minimum. Donc la motion Etheline dit mais s'il y a une CCT dans une branche qui est de force obligatoire, donc étendue, donc qui a été validée comme étant maintenant la règle dans la branche obligatoire, indépendamment des signataires ou non de la CCT, alors il faudrait qu'on puisse déroger avec cette CCT au salaire minimum. Encore une fois, ça vise à affaiblir le principe du salaire minimum en disant non, mais il faudrait créer des possibilités d'y déroger avec des CCT, etc. Ouais, donc la motion dit la CCT devrait primer sur le salaire minimum. Voilà, elle renverse l'ordre du droit en disant la CCT passe avant. Si elle est de force obligatoire, donc il y a quand même un peu une cautèle, pardon, je m'accorde. Donc si elle est de force obligatoire, donc il y a quand même un peu une cautèle de la part. Et puis ça vise évidemment à détricoter petit à petit ça minimum comme a commencé à le faire le Parlement à Genève. Sachant en plus ça ouvre la boîte de Pandore parce que c'est une remise en question de la façon dont fonctionne la démocratie suisse, c'est-à-dire que normalement les textes votés et mis en place dans les cantons ne devraient pas être outrepassés par un texte national. Et là, c'est ce qui se passe, si la motion Etheline passe, elle vient dire au canton depuis Berne, vous n'avez pas le droit de faire le salaire minimum comme ça, vous devez le faire comme ça. Donc on risque d'avoir pas mal de conflits autour de ça. Donc c'est un conflit qui est artificiellement créé par nos adversaires pour détruire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, les salaires minimums dans différents cantons.
Alors Fribourg, on a été un peu plus prudent puisqu'on a bien indiqué dans le texte de loi que c'est pas possible. Motion incline ou pas, c'est bien marqué qu'on ne peut pas déroger au salaire minimum dans le canton de Fribourg, même avec une CCT. Alors peut-être que si la motion incline devait passer, il faudra que Berne envoie une armée de fonctionnaires nous tordre le bras pour nous obliger à respecter le dictat de Berne contre notre loi cantonale. Je me réjouis de voir ça, mais ça va être compliqué. Tu peux expliquer un peu comment ça se déroule une CCT et si c'est vraiment un dialogue social comme le prétend les bien sûr, adversaires. Le principe d'un syndicaliste vous répondra toujours, le dialogue social n'existe pas. C'est une négociation, et une négociation, ça s'inscrit dans un rapport de force, et le rapport de force est déterminé par la lutte. Ce que je dis toujours, une CCT, c'est un traité de paix. Et généralement, c'est une trêve parce qu'on le signe que pour 3-4 ans. Alors bien sûr, alors, ça s'empêche d'entrer quelqu'un pour dire « Ah, vous voyez bien, vous signez la paix du travail, et alors la révolution ?» On va dire « Oui, on signe des traités de paix entre deux conflits, bienvenue dans la géopolitique. » Donc oui, la CCT, c'est un moment où on se dit, après une bataille, on a établi un rapport de force, et ce rapport de force dit « Ok, nous on est prêt à te cogner comme ça si vous ne nous donnez pas, et en face ils disent « Bon, nous on est prêt à vous donner ça si vous arrêtez de cogner. » Suivant comme on a bien cogné, on obtient plus à la table, et puis du coup on s'assied tous autour de la table et on signe un contrat, une convention collective de travail qui fixe dans la branche les règles du jeu de la branche, les conditions d'engagement, le nombre de semaines de vacances, les jours fériés, les droits à la formation, les droits à des congés, le congé paternité, le congé maternité, et des salaires dans la branche. Il faut bien savoir qu'on ne signera jamais 23 francs dans une CCT pour la plupart des branches. On ne signera jamais pour les maçons 23 francs, c'est mort. Personne ne sera d'accord parmi les maçons d'arrêter la grève pour être payé 23 bols pour aller bosser par la température qu'il fait aujourd'hui. Et c'est ça, la réalité des CCT. On fixe le salaire qu'on estime juste dans le rapport de force qu'on a pour le travail qu'on a à fournir dans la branche spécifique. Par exemple, la CCT des nettoyages, oui, il y a une CCT dans le nettoyage, contrairement à ce que pense la droite, Madame Gomez est trompée devant la liberté. La CCT du nettoyage, dont je préside la commission paritaire pour le canton de Fribourg à l'heure actuelle, fixe aussi un salaire minimum qui est supérieur à ce qui se pratique dans plein d'autres lieux, parce qu'on dit, pour aller nettoyer des lieux et puis supporter ce que ça implique de devoir aller passer derrière les gens nettoyer, il faut un salaire un peu plus correct. Donc c'est un peu la notion de la CCT, puis des fois on doit mettre dedans la CCT des façons de fonctionner qui correspondent à la branche. Par exemple, dans les paysagistes, les patrons ont été tout à fait d'accord de donner plus de congés aux employés, on a dû se mettre d'accord dans le rapport de force qui était en place, mais ils ont dit, pour qu'on l'accepte, les jours de congés, on les met en hiver. Parce que de toute façon, en hiver, pour bosser comme paysagiste, c'est compliqué, donc autant qu'on mette là des congés supplémentaires pour les gens, pour qu'ils puissent rentrer à la maison, parce que de toute façon, on ne va pas les envoyer tailler des arbres par -5, quoi. Et donc on a fait un deal là autour. Et ça veut dire que même si on fait de la diplomatie, donc il y a ce conflit qui va établir le rapport de force fait qu'on peut venir à la table et discuter, et on signe le contrat de paix autour de ce rapport de force, paix qui peut durer entre 3 et 4, voire 5 ans au maximum avant qu'on recommence les mesures de lutte, à moins qu'on nous lâche des choses avant la lutte. Il y a des branches où ça se passe bien, comme les paysagistes, il y a des branches où ça se passe moins bien, comme les maçons, c'est pour ça qu'on vient de sortir d'une grève, et chaque CCT toujours le résultat de ce rapport de force avec de la conflictualité et du conflit social. Donc quand nos adversaires disent « Ouais, mais ce serait mieux de régler ça par des CCT », moi ce que j'entends c'est « Faites un max de grève s'il vous plaît ». En tant que syndicaliste, je suis très content de l'entendre, mais je trouve très bizarre de leur part. Ouais, j'ai l'impression aussi que les CCT, elles sont dans les domaines où il y a quand même beaucoup de monde qui travaille, et des fois... il y a des domaines plus marginaux qui vont pas du tout être réglementés. Alors c'est l'inverse. La plupart des branches ne sont pas couvertes par une CCT. Okay. C'est une minorité encore de la Suisse qui est couverte par une CCT. Alors évidemment, c'est aussi lié au fait que toutes les professions libérales ne sont pas intéressées par une CCT. Nous ne ferons pas de CCT des médecins de famille, quoi. Ouais. Ça va pas le faire. C'est eux les chefs du cabinet, ils sont indépendants. Donc non. Par contre, on pourrait faire une CCT des aides-soignants qui sont au service de ces médecins de famille, parce que c'est des employés, ils auraient un vrai intérêt à ce qu'on mette en place des règles du jeu, quoi. Ouais. Et puis, plein de branches, on n'a pas encore obtenu une CCT, ou alors elles sont pas de force obligatoire. Typiquement pour la même, donc c'est une CCT de l'industrie des machines-outils. La CCT, elle n'est pas de force obligatoire partout, donc il y a des usines qui sont hors CCT. Okay. Et donc ne pratiqueront pas les standards CCT. C'est pour ça qu'il y a des gens à moins de 23 francs de l'heure aussi à l'usine.
Si on change un peu de sujet, dans les personnes concernées là, par le salaire minimum, on a dit environ 6 000. 6 500, selon le 6 Conseil d'État 500. fribourgeois. Et que environ, ça serait 2/3 de femmes. Est-ce que c'est aussi une manière de lutter contre les inégalités de genre ? Indirectement, oui. Enfin, on lance pas le salaire minimum en disant ça va faire ça comme effet, comme objectif. L'objectif, c'est de lutter contre les salaires injustes. Il se trouve que les femmes sont les plus concernées par les salaires injustes. Elles sont les plus précarisées, elles sont les plus exploitées, elles sont les plus brutalisées dans le monde du travail, en prenant en compte la réalité de des choses. Enfin, ce sera surtout des femmes, surtout des personnes issues de l'immigration, surtout des personnes jeunes qui vont être le plus maltraitées dans le monde du travail. Et donc, oui, les premières personnes qui vont bénéficier du salaire minimum, ce seront sans doute, ça va être statistiquement des femmes, souvent jeunes, souvent issues de l'immigration. On a une question du public, du chat. Oui, tout à fait. Il y a Magenta 1312 qui te demande, François, c'est quoi ton sentiment avant le vote de dimanche prochain ? Est-ce que tu es confiant ? Qu'as-tu pensé de la campagne de la droite qui frisait, pour être charitable, avec la mauvaise foi et de multiples torsions de la réalité, notamment sur la question des apprentis ? Donc, plusieurs questions. Toute une série. Alors pour la question des apprentis, effectivement, ils ne sont pas concernés par l'initiative puisque les apprentis sont dans une formation. Et c'est bien précisé, c'était dans l'exception des formations. Pour ce qui est ensuite de dire oui, alors les gens voudront plus faire d'apprentissage, j'ai pas compris leur argument, c'est un peu à côté de la plaque, parce qu'évidemment qu'on fait un apprentissage pour être payé plus que le salaire minimum. Oui, si vous payez 23 francs de l'heure quelqu'un qui s'est tapé 4 ans d'apprentissage ou 3 ans d'apprentissage, ça va être compliqué de recruter des gens. Pour avoir fait un apprentissage moi-même, je le sais. Évidemment que l'apprenti, il va pas dire je refuse de faire l'apprentissage dans cette branche parce que je suis payé pour mon apprentissage moins que ce que je vais te payer à la fin de l'apprentissage. Parce qu'il n'y aurait pas d'apprenti du tout, parce que ça a toujours été le cas, qu'on est payé moins pendant l'apprentissage que ce qu'on sera payé à la fin. Donc cet argument était spécifiquement bizarre. Maintenant, c'est logique, nos adversaires ne seront pas de bonne foi. Si vous avez pensé que vos ennemis sont de bonne foi, c'est que vous n'avez pas trop compris le concept d'une bagarre. Enfin, évidemment que nos adversaires vont être de mauvaise foi. Évidemment que s'ils peuvent réussir à nous vaincre avec des outils comme des distorsions de la réalité, ils vont le faire. Ils l'ont toujours fait et c'est pas demain la veille que ça va changer. Et croire que tout le monde s'était assis autour de la table en bonne intelligence, pour ça... faut être resté entre nous, mais dès qu'on va aller se frotter à des gens qui, fondamentalement, je vous rappelle, ne veulent pas nous payer 23 francs de l'heure parce qu'ils veulent pouvoir nous exploiter, nous payer mal, quitte à nous laisser crever de faim, ils sont peut-être pas au mensonge près, quoi. Enfin, je veux dire, il fallait s'y attendre. Maintenant, pour ma façon de voir comment ça va se passer dimanche prochain, j'ai pas oublié toutes les parties de la question, moi je suis plutôt déterminé. Je pense, déterminé dans le sens où, peu importe de savoir si on va gagner ou pas dimanche, de toute façon, le lundi, je recommence. Alors, si j'ai gagné, je recommence avec une bonne nouvelle le dimanche passé. Si j'ai perdu, je passe à la tâche suivante. Une bataille après l'autre, on ne va jamais s'arrêter. Parce que derrière, il y a des gens qui ont besoin de ça. Parce que nous-mêmes, on a besoin de ça et qu'on est concernés. Pour certains d'entre nous qui sommes sur les lieux de travail et qui sont mal payés. Parce qu'on va continuer la lutte. Parce que même si on obtient 23 francs de l'heure pour le minimum pour survivre, je trouve toujours pas normal qu'une assistante en pharmacie qui va devoir me fournir des médicaments et qui a sa vie entre mes mains, qu'à ma vie entre ses mains, soit payée 23 francs de l'heure. Il faut payer bien plus que ça, ces gens. Donc il y aura toujours les luttes à mener, on va continuer à mener. Après, moi je pense qu'il y a match. Les chances de victoire, elles sont là, parce que, indépendamment qu'ils se prétendent de gauche ou de droite, la plupart des Fribourgeois trouvent qu'on doit payer un vrai salaire pour un vrai travail. Et de ce fait, je pense qu'il y aura pas mal de gens qui pourront voter pour cette initiative. Maintenant, c'est la mobilisation qui fera la différence. J'ai l'impression qu'on est sur un Twitch de gauche, donc je vous le dis, faites voter les gens, faites voter vos amis, vos voisins, le chat de vos voisins, débrouillez-vous, tout le monde doit voter. Chaque vote va faire la différence. On espère une victoire, et pour ça, il faut aller la chercher. Encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne nous donnera rien. Il va falloir aller chercher, il faudra aller chercher par les votes cette fois-ci. Une nouvelle question du chat. Oui, c'est toujours Magenta 1312, dis donc, qui demande, peut-être avec un petit peu de... comment dire ça ? Provocation. Du coup, devrions-nous aussi être de mauvaise foi ? Mais qui pose peut-être une bonne question sur est-ce que ça vaut la peine de rester rationnel et dans la vérité ? Ça dépend à qui vous adressez. Bon, moi, alors je vous préviens tout de suite, je suis machiavélien. Donc pour moi, la fin justifie les moyens si la fin est bonne.
Je danserai avec le diable si ça nous permet d'obtenir les bonnes conditions de travail pour les ouvriers et les ouvrières, qu'on soit clair. Donc voilà, me dire, est-ce qu'il faut utiliser la mauvaise foi? Si jamais une grève doit dérailler et que la police me demande si j'ai vu quelque chose, moi j'ai pas vu d'ouvrier casser la baraque. Et puis je parlerai pas à la police, puis c'est comme ça. Et je pense qu'il y a des choses où des fois on peut prendre conscience que les règles du jeu elles sont pipées, elles ont été faites par nos adversaires et que de temps en temps on peut s'asseoir dessus. Maintenant je pense que ça c'est une pratique qui doit être faite intelligemment, c'est-à-dire que ouais je peux être de mauvaise foi quand je réponds aux questions du patron qui essaie de repérer qui est syndicaliste pour le virer. Quand je m'adresse au public, moi j'ai l'impression que je m'adresse aux miens. Quand je m'adresse à la population fribourgeoise, la majorité d'entre nous on est des travailleurs et travailleuses, c'est 90% de la population fribourgeoise, et je veux pas être de mauvaise foi quand j'adresse aux gens qui sont comme moi, qui sont les miens. Par contre, si je dois parler au patron, je peux être de mauvaise foi. J'aurais une remarque, mais tu as déjà presque répondu, mais c'était un peu une question. Dans les arguments, semble-t-il fallacieux du coup, des opposants, c'était que le salaire minimum met en danger les apprentissages. Donc, tu as répondu que non, mais est-ce que tu peux dire ça dans une phrase pour que vraiment on entende bien que c'est un argument qui est fait pour tromper les gens, quoi. C'est un argument qui est profondément idiot. Dire si on va être mieux payé que durant son apprentissage, on va pas accepter d'aller faire un apprentissage. La réponse est c'est déjà le cas maintenant. À la fin de l'apprentissage, on est mieux payé que la plupart des gens qui vont faire manœuvre. Vous faites manœuvre sur un chantier, vous êtes mieux payé que n'importe quel apprenti du pays. Pourtant, les gens ils se précipitent pas pour faire manœuvre sur le chantier. Ils font quand même des apprentissages. À l'heure actuelle. Donc, qu'il y ait un salaire minimum ou pas, ça ne change rien. Alors. Je propose de drop le mic, mais j'ai peur de le casser. On va maintenant faire un petit jeu. Je vais faire un peu de place sur la table. Magnifique sticker, s'il en reste encore, ça va être collector bientôt. On a ici les phrases qu'il y a sur les panneaux de la droite. Et puis, on va les classer du plus ridicule au moins ridicule. Est-ce que je peux commencer par le panneau de la droite? Vas-y. Je sais pas si vous avez été attentif. C'est difficile à voir parce que c'est quand même du bleu sur du bleu avec un petit peu d'orange, donc c'est assez moche et difficile à lire. Mais vous remarquerez qu'il y a des gens, c'est marqué, le truc étatique, salaire, ce qui est un peu bizarre parce que c'est marqué dans la loi le salaire, c'est pas l'État qui marque le salaire, c'est la loi. Mais surtout, il y a plusieurs professions dessus. Et déjà, vous remarquerez que le charpentier porte pas de casque de chantier. Il y a un petit monsieur avec sa scie à la main, là, qui porte pas de casque de chantier, il porte une espèce de chapeau de cow-boy. Donc lui, il va avoir des problèmes sur le chantier parce qu'il faut porter un casque. Et puis, il est charpentier. Comme le gars à côté qui est maçon, comme la personne qui... il y a plusieurs professions qui sont comme ça représentées. Je crois que sur les 6 professions qui sont représentées, il y a 5 qui sont soumis à une CCT où le salaire est supérieur à 23 francs de l'heure. Donc, ils auraient pu peut-être trouver d'autres personnes à mettre sur leur affiche. Alors, nous avons menacé l'emploi de tous. Nous avons affaiblir les plus vulnérables. Dévaloriser l'apprentissage. Augmenter la bureaucratie. Et menacer le partenariat social. Donc un peu ces histoires de CCT. Donc on est d'accord, si je dois les mettre dans un ordre, je réponds aussi à le passage à l'argument, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu... Donc on est là, non? Voilà. Bon. Alors, ce qui est bien, moi je mettrais au top du classement, parce qu'il y a une anecdote avec, le menacer l'emploi de tous. Parce qu'évidemment, donc, on a eu des études pour montrer qu'il n'y avait pas eu de perte d'emploi. Au contraire, à Neuchâtel, le chômage a baissé de 2% depuis l'introduction du salaire minimum. Non, a été divisé par 2, pardon. Vous voyez, encore plus, c'est 2%, c'est l'aide sociale. Le chômage a été divisé par 2 à Neuchâtel depuis l'introduction du salaire minimum. Donc, au contraire, apparemment, ça crée de l'emploi de faire un salaire minimum. Alors bien sûr, il y a des gens qui répondront macroéconomique parce que bien sûr, les gens qui ont plus d'argent, ils le dépensent et comme ils le dépensent, ils ont le pouvoir d'achat et puis c'est le carnet de commandes qui crée de l'emploi. S'il y a plus de gens qui peuvent aller boire un café, il faut plus de gens pour servir le café et logiquement, ça crée de l'emploi. Il y a aussi le fait que, encore une fois, les femmes peuvent retourner au travail parce qu'elles peuvent payer des solutions de garde pour leurs enfants, ça devient rentable de travailler, etc. Mais ce qui est très drôle avec cet argument, donc, c'est qu'on a eu un débat avec nos adversaires et un de nos adversaires citait les études de Genève, etc., qui montrent bien qu'il n'y a pas eu de problème, à part dans la marge, peut-être, alors que c'était très laborieux pour le collègue de parti de droite qui essayait d'expliquer, oui, mais peut-être que quand même on peut voir que pour ce type d'emploi-là, il y a une petite réduction, certes compensée par d'autres emplois ailleurs, mais quand même. Du coup, quelqu'un à la fin du débat pour la question publique a dit,
Du coup, vous montez sur vos affiches. Marquez menacer l'emploi de tous. Alors qu'en fait, ce que vous venez de nous dire pendant 1 heure dans ce débat de manière très laborieuse, c'est menacer peut-être l'emploi d'une petite minorité à la marge dans certaines branches de détail, mais du coup pas l'emploi de tous. Donc pourquoi vous avez fait une affiche aussi mensongère ? Et voilà, bon, j'ai été voir la personne à la fin pour dire qu'on tapait pas les gens à terre dans une bagarre de bar, mais ouais, là c'était assez drôle de voir ce pauvre type finir de s'effondrer devant cet argument qui a en fait littéralement dit oui, on a dû mettre les arguments, enfin on est une coalition, on a dû prendre les arguments de tout le monde sur l'affiche, moi peut-être j'aurais pas mis comme ça, puis j'ai dit ok, donc on dirait qu'il s'est désolidarisé du reste de la campagne et de ses collègues, c'était assez très beau à voir. Donc voilà, menacer l'emploi de tous, on a bien compris que c'était ridicule et qu'il suffisait de regarder les chiffres du chômage, ils n'ont pas baissé, ils n'ont pas augmenté, ils ont baissé depuis les salaires minimums dans la plupart des cantons, notamment Neuchâtel. Super. Menacer le partenariat social, je vais le mettre en suivant parce que je suis très concerné, c'est mon boulot, le partenariat social quand même. Comme on a dit, c'est un partenariat, c'est-à-dire que c'est le partenariat qu'on peut trouver au Congrès de Vienne ou à l'ONU. Ce sont des négociations entre intérêts divergents qui essaient de régler les conflits d'une manière pacifiée en ayant des deals qui sont les CCT. Voilà, donc on va pas non plus peindre ça comme si on courait tous ensemble tout nus dans les champs en se tenant la main. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça se passe. Et des fois, les négociations se terminent à 1h du matin avec des gens qui hurlent et qui renversent la table. Mais effectivement, on a un partenariat social. Cela dit, le partenariat social n'est pas concerné. Moi, je suis toujours prêt à négocier une CCT demain matin. Après, on fait un salaire minimum à 23 francs de l'heure. Ça concerne aussi certes le commerce de détail, mais je veux toujours une CCT du commerce de détail. Il n'y a pas de problème, parce que moi, j'aimerais aussi discuter de ne plus avoir des horaires fractionnés dans le commerce de détail. Parce que les gens qui doivent faire 2 heures le matin, puis qui glandent en ville pendant 4 heures avant de reprendre un shift à 16 heures, parce que en fait le patron ne veut pas se faire chier à faire des shifts corrects où les gens ils font des trucs ensemble puis que du coup on a des journées bousillées alors qu'on a fait que 6 heures de travail. Moi je veux plus de ça. Moi je veux plus qu'on travaille trop tard le soir, je comprends pas, les nocturnes, il n'y a pas de clients, tout le monde est d'accord sur le sujet, pourquoi ça existe encore. Moi je veux pas qu'on travaille après 16 heures le samedi parce que je pense que les gens ils arrivent à faire leurs courses avant et puis qu'on peut s'organiser, etc. Donc il y a encore des trucs à discuter dans la CCT, il n'y a pas de problème, le partenariat social il peut se maintenir. Puis moi je pense en plus que suivant ce qu'on fait dans la vente, même en fait globalement dans la vente, remplir les rayons c'est hyper fatigant, ça pète le dos, il faut gérer les clients, il y a beaucoup de responsabilités, il ne faut pas perdre le fond de caisse, il ne faut pas avoir des vols parce que sinon on va être pris en grippe par le patron, etc. Moi je pense qu'on peut payer plus que 23 francs de l'heure. Donc on fixe 23 francs de l'heure, mais on fait encore un partenariat, pas de problème, on va pouvoir payer de meilleurs salaires dans d'autres branches. Ouais, et comme tu dis, en fait, le partenariat social, ça ne concerne pas que les salaires, mais toutes les conditions de travail à côté, donc il y aura toujours son importance. Après, à votre grande surprise peut-être, moi je vais mettre augmenter la bureaucratie. Parce qu'évidemment, donc, leur argument c'est il va falloir aller contrôler le salaire minimum, vous vous rendez pas compte, il faudra des gens et des bureaucrates. Puis je dis je vous signale qu'il existe déjà des lois sur le travail. Vous n'avez pas le droit de faire des journées de plus de 13 heures d'affilée, même avec les heures supplémentaires, puisqu'ils font un jour de jour pour entre 2 journées. Ça, c'est prévu dans la loi. Il y a de la sécurité sur les lieux de travail. On a des règles de sécurité sur les lieux de travail qui doivent être respectées. Et il existe un organe d'État qui doit gérer toute la bureaucratie nécessaire au contrôle des conditions de travail, au respect de la loi sur le travail, au respect de la loi aussi sur la concurrence, pour empêcher les cartels économiques, etc. Qui s'appellerions le SPE, donc le Service public de l'emploi, dirigé par un PDC, M. Curti. Donc je suis très surpris que les partis de droite découvrent l'existence de cet organe et qui donc est déjà une bureaucratie qui est là pour faire contrôler les règles sur les lieux de travail. On leur demande juste que quand ils passent, après avoir vérifié les mesures de sécurité, tous les horaires de travail, regarder les chiffres d'horaires, etc., regarder s'il y avait des moyens de comptabiliser les heures, que vite jeter un œil aux fiches de salaire pour savoir combien les gens sont payés. Ça prendra une demi-seconde. Donc c'était assez marrant de devoir leur répondre que c'est dommage, ils n'étaient pas au courant de l'existence de départements qu'ils dirigent eux-mêmes. Mais voilà. Merci. Après, bon là ça devient un peu... ça devient un peu... on est un peu sur le cul. Je mettrais peut-être dévaloriser l'apprentissage, j'ai déjà répondu à ça. Et puis bon, c'est marrant parce que moi pendant tous ces débats j'avais affaire à des gens qui n'ont pas beaucoup fait l'apprentissage. Alors Funlanton oui, puisqu'il bossait sur les toits pour son papa. Mais c'est vrai que ce soit Gobet ou autre, ou M. Billman, on voit que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup travaillé dans le monde du travail réel et qui ont beaucoup fait d'études. Donc c'était assez marrant de les voir s'inquiéter de comment fonctionne l'apprentissage. On voit qu'ils n'ont pas eu à en choisir un. Moi j'ai choisi mon apprentissage à l'âge de 15 ans, je suis dans le monde du travail depuis l'âge de 15 ans et je ne vois pas en quoi un salaire minimum va dévaloriser l'apprentissage. Mais j'ai déjà répondu plus techniquement à cette question. Puis alors affaiblir les plus vulnérables. On a constaté que le salaire minimum diminuait de 2 points l'aide sociale dans le canton de Neuchâtel, qui permettait aux femmes
souvent issus de l'immigration, souvent jeunes, de trouver plus facilement de l'emploi dans de meilleures conditions. Je ne sais pas quelle est leur définition des plus vulnérables, mais je pense qu'ils doivent considérer que les patrons qui sont membres des associations patronales sont vulnérables en quelque sorte. Après, chacun voit midi à sa porte. Je pense que comme ils fréquentent personne d'autre, ils voient que ça. Mais non, effectivement, c'est l'inverse qui va se passer. Le salaire minimum va permettre de sortir de la précarité 6500 personnes du canton de Fribourg. Ils ne vont pas être Crésus demain et ça ne va pas être les lendemains qui chantent et les jours heureux. Ils vont juste pouvoir payer leurs factures et avoir une petite respiration. Mais je leur conseille de se syndiquer à tous ces 6500 personnes parce qu'après on va aller se battre pour qu'ils aient un salaire encore plus élevé, surtout suivant le travail qu'ils font, pour qu'ils puissent faire vivre leur famille aussi derrière. Merci de t'être prêté à ce petit jeu. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, vous avez comme ça les éléments de réponse aux arguments qui pourraient encore retenir certaines personnes de voter oui. On a encore une question dans le chat, dans le public. Oui, il y a une personne dans le chat qui demande s'il y a différents types de syndicats en Suisse. Des syndicats de patronaux, des syndicats travailleurs. Si tu arrives à résumer ça Bien un sûr. peu. Je vais essayer de résumer ça. Alors, évidemment, il y a les organisations patronales qu'on pourrait considérer comme syndicats patronales qui organisent les patrons. Et bien sûr, c'est pas nous. Mais ça, on pourrait plutôt parler d'associations patronales que de syndicats. Après, on divise traditionnellement les syndicats en 3 catégories. La première catégorie, c'est les syndicats rouges. Ça va être mon syndicat, UNIA, qui sont des syndicats d'obédience, on va dire marxiste, quoi. On est des syndicats de gauche. Nous, on pense justement qu'on n'obtient rien sans un rapport de force, parce que les patrons, ils ne nous lanceront pas des choses pour la beauté de nos yeux. Il faudra aller chercher les choses, donc il faudra appuyer qu'un rapport de force pour les obliger à faire la paix avec nous en signant des traités dans lesquels il y aura des avantages pour nous. Ensuite, il y a les syndicats qu'on appelle bleus, qui sont les syndicats dits chrétiens, qui vont être un peu plus entre hommes de bonne volonté, sous le regard de Dieu. On peut s'asseoir sur une table et trouver un résultat. Je peux respecter chacun ses convictions personnelles et religieuses. Généralement, à la fin, ils sont quand même là pour faire la grève avec nous parce que quand les patrons les envoient se faire foutre, ils sont obligés de se rendre aux mêmes méthodes que nous. Puis il y a un troisième type de syndicat qu'on appelle les syndicats jaunes. Alors ça, les syndicats jaunes, c'est les syndicats de traîtres. C'est des syndicats organisés par le patronat pour casser le mouvement syndical, en fait. Donc pour essayer de diviser le mouvement syndical ou pour signer des faux accords avec le patronat en disant « voyez, on a un syndicat qui a signé avec nous une CCT, c'est super. » Puis bon, le syndicat, il a comme par hasard ses bureaux à l'intérieur du bureau de l'association patronale. Et puis les salariés du syndicat sont salariés par l'union patronale. Puis bon, généralement, ils recrutent dans certaines catégories au sein de l'entreprise ou de la branche concernée. Disons que moi j'ai peu d'amitié pour ces gens-là et on parlait de détourner le regard quand il se passait des choses. Moi je ne vais pas mettre mon petit corps en danger pour protéger leur existence. Après il y a des syndicats qui se spécialisent un peu plus dans une branche ou comme ça, où il y a aussi par exemple le service public, c'est représenté par des syndicats spécifiques. Ouais, c'est une bonne remarque. Donc là, moi, j'ai fait la division par idéologie, on va dire, en quelque sorte, en tout cas par façon de voir le conflit social pour essayer de le résoudre. Donc, entre les syndicats rouges, les syndicats bleus et les syndicats jaunes. Après, bien sûr, il y a le fait que les syndicats, généralement, s'organisent à partir de la base, c'est-à-dire à partir de lieux de travail et de type de travail. C'est-à-dire, les maçons, ils se réunissent, ils disent on ne doit pas se laisser faire, venez, on fait une organisation syndicale, puis c'est le syndicat des maçons, quoi. Avec le temps, les syndicats sont devenus très gros. C'est comme des organisations de masse. Pour Fribourg, on peut compter à UNIA à peu près 4600, 4700 membres. Ça vous donne un ordre d'idée. C'est 4 fois le plus gros parti du canton de Fribourg. Et puis, c'est un des 2 syndicats. Il y a SINA qui a à peu près le même nombre en face. Donc, c'est vous dire si on est nombreux. Et puis, du coup, cette masse-là a fait qu'on a commencé à se regrouper. Donc, on a dit au début, on s'est regroupé par secteur. On s'est dit, les maçons, les paysagistes, les échafaudeurs, on se croise tout le temps sur le chantier. Et si on fusionnait notre syndicat et on faisait un grand syndicat ensemble, ça sera plus fort. Puis maintenant, on a atteint des stades. Il y a des syndicats qui vont organiser plus que des secteurs, des parties de l'économie, en quelque sorte. Donc, on va trouver par exemple l'UNIA qui va organiser le privé, toute l'économie privée quasiment. Industrie, tertiaire, gros œuvres, second œuvre, artisanat, tout ça vous trouvez chez UNIA. On aura des syndicats qui vont se concentrer sur le rapport au service public en disant c'est une vision spécifique des choses puisqu'on a comme interlocuteur l'État, pas le patron. L'État patron, mais c'est un autre interlocuteur avec, là par exemple, les conditions de travail sont régies beaucoup par la loi et pas par des CCT. Et donc là, on va trouver le SEV, typiquement dans le SSP, dans ce domaine, donc syndicat. SSP, FED.
Et la Fédé à Fribourg, oui, pardon. Et puis, on aura des syndicats qui, encore, traditionnellement, sont le résultat de fusion dans certains domaines. Par exemple, le transport. Et là, on aura le SEV qui organise tous les transports. Donc, TPF, CFF, TPG, ils sont tous au SEV, quoi. Et puis, il y a encore Syndicom, qui est un syndicat qui, à la base, faisait tout ce qui était télécom, mais fait aussi tout ce qui est journalisme et informaticien spécialisé. Donc il y a des syndicats comme ça, mais il existe encore des petits syndicats qui vont être que de branche ou que de corporation. Il existe encore des syndicats, je sais pas, je prends un exemple, je sais qu'en Suisse allemande, il existe un syndicat dans un canton des ramoneurs, quoi. Ils sont tous seuls, les ramoneurs, c'est leur syndicat. Ou dans la santé. On peut trouver aussi dans la santé, ouais, par exemple aussi, BKS, je crois que c'est le titre. Il y a Grune et Branchet, par exemple, qui est un syndicat en Suisse allemande qui est que pour les paysagistes. Ils font que les paysagistes, quoi. En t'écoutant, je me demandais, ces 6500 personnes possiblement concernées, elles ont été déterminées comment ? Parce qu'on a aussi entendu des gens un peu se révolter du genre de on devra augmenter notre femme de ménage. Enfin, c'est-à-dire, comment c'est déterminé que ça concernera 6500 personnes ? Alors bon, pour ce qui est des femmes de ménage, on rappelle donc qu'il y a une CCT du ménage qui définit déjà un salaire minimum. Donc si vous devez augmenter votre salaire de ménage, c'est sans doute que vous ne la respectez pas, ne le dites pas trop fort, parce que vous êtes déjà dans une situation discutable. Et puis, bon après, si vous l'avez engagée comme indépendante, évidemment, elle pourra dire elle n'est pas salariée, etc. Puis après, il y a toute la question de la loi. Mais globalement, je pense que normalement, vous devriez payer votre femme de ménage 25 francs, parce qu'il y a aussi tout ce qui est à payer derrière de taxes. Surtout si vous faites à travers les bons d'État pour éviter d'avoir des gens au noir, ce qui est illégal. Pour ce qui est de savoir comment on a calculé 6500 personnes, alors c'est pas nous qui l'avons calculé, c'est le Conseil d'État, c'est les chiffres officiels du Conseil d'État qui est contre cette initiative, donc on peut partir du principe qu'ils n'ont pas gonflé les chiffres pour montrer qu'il y avait un problème, donc ça doit être des chiffres assez réels. Nous on est assez contents parce que à la fois pour le calcul du minimum nécessaire pour survivre à Fribourg, que pour avoir la réponse de qui est concerné, on s'est appuyé sur que des chiffres officiels. C'est soit l'Office de la statistique du canton de Fribourg, soit le département des finances de Fribourg, soit, en l'occurrence pour les 6500, le Conseil d'État, qui a simplement vérifié qui avait un emploi, mais devait quand même demander l'aide sociale pour s'en sortir. Chiffres dont ils disposent, puisque c'est eux qui donnent l'aide sociale et qui prélèvent les impôts sur les gens qui ont un emploi. Il y a encore d'autres questions ? Ok. Je pense qu'on a un peu fait le tour pour le salaire minimum. Je sais que dans l'actualité syndicale, il y a eu justement la grève des maçons il y a une dizaine de jours. Début novembre. Est-ce que tu as envie d'en dire un mot où ça en est ? Bon, ouais, toujours, volontiers. Oui, non, alors, il y a eu plusieurs grèves des maçons, hein, donc il y a eu des vagues de grèves régionalisées. La première a eu lieu en octobre au Tessin, avec 2500 maçons qui sont partis en grève. Puis ça a passé à Berne, où il y a eu 3000 maçons en grève. Puis c'est arrivé dans la Suisse romande. À Fribourg, on a eu 250 maçons le premier jour et plus de 150 le deuxième jour qui ont été à Lausanne. Sur le territoire roman qui faisait la grève tous en même temps, c'était entre 10 000 et 8 000 maçons en grève le premier et le deuxième jour. Avec une très belle manif d'ailleurs à plus de 6 ou 7 000 personnes, je ne sais plus trouver les chiffres, le deuxième jour à Lausanne. Puis après on a eu dans la Suisse centrale des grèves, on a eu le tunnel du Gotthard qui a aussi fait une grève, et il creusait une partie du tunnel là-bas et puis les tunneliers ont arrêté et ont fait la grève. Et on a eu maintenant Zurich qui a fait une grève récemment aussi, donc 3000 maçons zurichois qui sont entrés en grève. Donc ces grèves, elles ont eu lieu, elles ont mis quand même un petit peu de pression sur le milieu patronal qui voulait plus signer de CN, sauf en nous faisant un dictat complètement délirant. Ils sont vraiment arrivés à la table des négociations, ils ont dit vous signez ça ou c'est rien. Puis ça, il y avait la moitié de la CN qui était tracée. C'est quoi CN ? La Convention nationale, c'est la CCT du gros œuvre pour toute la Suisse. Et évidemment, on a dit c'est hors de question de signer ça, plutôt la bagarre que ça, et donc la bagarre a eu lieu. Alors évidemment, ils ont poussé des cris de gazelle épeurée en nous disant qu'on était monstrueux, qu'on avait signé pour la paix du travail. Alors nous, on a dit vous refusez de négocier et vous nous imposez une CN, c'est que vous avez rompu la paix. Alors, vous ne pouvez pas tirer le premier coup de feu puis vous plaindre parce qu'après il y a bagarre. Donc voilà, nous on ne s'est pas gêné de faire ces grèves, elles ont marché parce qu'ils ont décidé de revenir à la table des négociations et maintenant les négociations ont lieu. La dernière en date était une négociation sans date limite, donc je sais qu'ils ont fini à 1h du matin les négociations, mais ils n'avaient pas encore un accord, ils ont fixé un deal ils ont fixé le fait de se revoir et des groupes de travail pour essayer de fixer un deal la semaine prochaine,
On espère que ça va se faire. Pour Fribourg, par contre, qui a aussi une CCT fribourgeoise qui définissait des règles juste pour le canton de Fribourg, en plus de celles nationales, ça, on n'a toujours pas de discussion parce que... Alors dans le meilleur des cas, parce que les milieux patronaux fribourgeois attendent de voir ce qu'il y a dans la CN avant de discuter avec nous ce qu'il y a dans la locale. Dans le pire des cas, parce qu'ils n'ont toujours pas compris qu'ils n'avaient plus de CCT et puis qu'ils allaient avoir quelques problèmes. Mais ça, je ne peux pas répondre à leur place. En l'occurrence, moi, disons, pour le standard de discussion qu'on a dans certaines branches, je trouve des fois que je suis très surpris par le manque de qualité de la discussion qu'on peut avoir dans le gros œuvre. Après, s'ils ne sont pas d'accord de discuter, nous, on continue la lutte, c'est notre travail. Ce qui avait mis un peu le feu aux poudres, c'était les changements de règles, genre plus d'heures de travail, du travail le week-end. En fait, c'était enlever les règles qui empêchaient ça. Ouais. Parce que la CN, c'est pour ça qu'ils ont tracé. Parce que la CN, dedans, il y a plein de règles pour prendre en compte la pénibilité spécifique du travail sur les chantiers. Donc il y a des paniers repas, parce qu'on ne peut jamais manger à un lieu déterminé quand on est sur les chantiers. On est envoyé sur les chantiers, puis on doit manger sur le chantier. Donc il y a un panier qui est prévu pour pouvoir se payer un repas chaud autour du chantier, ou pour au moins organiser quelque chose pour avoir un repas un peu correct au chantier. Il y a des horaires qui sont très structurés, très contrôlés, parce qu'évidemment, plus on fait d'heures sur le chantier, plus ça devient dangereux. Je rappelle, il y a un mort toutes les 2 semaines sur les chantiers en Suisse. Vous avez plus de chances de mourir en tant que maçon qu'en tant que policier, pompier ou ambulancier. C'est gigantesque, parce que vous êtes avec des machines de 65 tonnes, avec des grues, vous devez porter des charges très lourdes. C'est un milieu très dangereux, le chantier. Le moindre inattention peut créer un accident mortel. Et donc, faire trop d'heures, c'est dangereux, ça peut entraîner des accidents mortels, donc c'est pour ça qu'on essaie de limiter le temps de travail. Et sur les chantiers, on ne peut pas faire des semaines de 45 heures, c'est interdit par la CCT. On peut en été faire des semaines qui atteignent ce chiffre-là, mais les heures sont cumulées, on doit les rendre absolument, puis il y a des limites jusqu'à combien de temps on peut faire cette période de rush avant de devoir revenir à une période normale. Et en fait, le patronat voulait enlever tout ça, ce qui aurait voulu dire qu'on aurait pu faire des semaines de 45 heures sur le chantier, ce qui n'inclut pas le temps de transport. Et le chantier, il n'est pas à côté de votre maison. Peut-être le dépôt de votre entreprise là, à côté de la maison que vous avez, mais le chantier il peut être au fin fond de la Gruyère, pour certains ils peuvent être à Genève ou au Valais, et donc vous tapez 2 heures de trajet, puis 8 heures ou 9 heures sur le chantier, puis 2 heures de trajet retour, votre journée elle fait 13 heures. 13 heures d'un travail physique, et sous la pluie ou la neige. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à transmettre cette actualité sur les maçons à votre entourage. On a un peu fait le tour. Dimanche 30 novembre, donc votez oui au salaire minimum. Il y a aussi 2 autres votations, celle sur le service citoyen et celle pour l'avenir, qui consiste à taxer les héritages de plus de 50 millions. Pour celle-là, on se retrouve un peu dans ces histoires de finances étatiques. On peut retrouver des choses qui se rapprochent du PAF et tout ça. Donc, en tout cas, la même logique de dire qui c'est qui paye. Qui c'est qui paye pour la casse, comment sont réparties les richesses qu'on a produites. Encore une fois, on revient à la base de la question politique. Là, la question que posent les jeunes socialistes, qui est hyper intéressante, et c'est bien comme ils la posent, parce que ça secoue un peu la baraque sur la question, c'est de dire, on peut voir statistiquement que les riches polluent plus que tous les autres réunis. C'est une petite minorité qui est en train de bousiller notre planète. Mais c'est nous qui allons devoir payer la casse et qui devons, à travers nos impôts, mettre les mesures en place pour essayer de sauver la planète. Non. Si vous êtes vraiment, comme l'autre crétin en France, en train de dire tu casses, tu payes, très bien, c'est les riches qui ont cassé, c'est à eux de payer. On est d'accord. Encore une fois, on renvoie leurs propres principes qu'ils ne respectent pas. Donc, d'aller chercher l'argent là où il est pour le bien commun, ça peut être bien. Voilà. Est-ce que tu as encore envie de dire quelque chose ? Oui, n'oubliez pas de voter le 30 novembre, mais surtout de faire voter votre entourage qui a peut-être oublié. Harcelez vos proches jusqu'à ce qu'ils aient mis leur bulletin dans la boîte. Chaque vote va faire la différence. Il y a moyen de faire que 6500 personnes aient un salaire décent qui leur permette de survivre, mais aussi d'améliorer les conditions de travail de tout le monde. Parce que ce ne sera plus la même négociation au boulot le lundi matin, quand on peut leur aller dire le moins bien payé il est à 23 francs et tu dois me payer mieux que ça, et ça permettra à tout le monde d'augmenter son salaire. Alors, merci beaucoup François. Merci aux personnes qui nous ont suivis ce soir ou qui nous suivent après sur YouTube. On aura encore une émission, comme on l'a dit, le 7 décembre qui sera sur l'école. Et puis après, on verra selon qu'est-ce qui se passe avec le référendum. Ah oui, on peut vous rappeler ça aussi, signer le référendum contre le PAF.
que deviendra la chaîne, quoi. Et puis, sinon, d'ici là, on cherche toujours des personnes pour compléter l'équipe, notamment si vous avez des compétences en montage vidéo, en journalisme, si vous voulez juste nous aider les soirs de stream à faire un peu de technique, ça, il n'y a pas besoin de préparation, juste d'être là quelques heures le dimanche soir. On est preneurs et preneuses. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et puis Merci, bonne soirée. à Ciao, bientôt. ciao.